J'ai déjà sur ce plateau un invité, Marc Goudjanou, son nom. Il est journaliste et analyste politique. En attendant que Laurent Tonéikès nous rejoigne sur ce plateau. Bonjour Marc. Bonjour Carole et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, désignation du duo candidat pour 2026, les candidats et le défi de l'alternance au sommet de l'État. Dynamisme Info. Ah oui, bon, je pense que aujourd'hui, depuis un certain nombre de temps, tout le monde a le regard vers 2026, où il doit y avoir normalement une alternance au niveau du sommet de l'État. Donc, aujourd'hui, la seule figure de l'opposition qui peut quand même faire front à cette mouvance présidentielle aujourd'hui, ce sont les démocrates, avouons-le. Parce que lorsque vous lisez l'échiquier politique, vous vous rendez compte que ce sont les seuls qui ont en quelque sorte les mains, le pouvoir et la possibilité de pouvoir quand même rivaliser avec ces ténors de l'opposition. Donc c'est d'autant normal que cela puisse se passer ainsi parce que aujourd'hui, la plus grande réflexion de ces gens-là, c'est de pouvoir voir quel est ce duo qu'on pourra mettre en place pour mieux contrer ces ténors de la mouvance qui, même en leur sein aujourd'hui, ne s'accordent pas au même violon parce qu'il y a une grande interrogation qui s'impose à eux, c'est de savoir qui peut constituer ou bien qui peuvent constituer en réalité ce duo au niveau de la mouvance présidentielle. Donc il y a cette inquiétude qui est à leur niveau et d'autant plus la même inquiétude revient également lorsqu'on doit parler de l'opposition béninoise également, c'est-à-dire les démocrates. Donc ça pose réellement un vrai questionnement au niveau de tous les acteurs politiques du pays et surtout, est-ce que l'alternance tant souhaitée par beaucoup de Béninois, est-ce que cette alternance aura réellement lieu ou bien on va toujours assister à ces hommes assoiffés politiques qui tarissent dans les entourages du chef de l'État, qui ne veulent jamais laisser le pouvoir, qui veulent toujours que les leurs reviennent aux choses pour qu'ils puissent s'éterniser dans les affaires publiques. Donc, aujourd'hui, je crois que la plupart des Béninois veulent forcément une alternance au sommet de l'État et que cette alternance, ça passe également par la prise au pouvoir peut-être des ténors de l'opposition également, et non toujours assister au même recommencement. Nous avons assisté dans un passé récent à un après nous, c'est nous. Et donc les Béninois ne veulent plus également assister à cet après nous, c'est nous encore avec le pouvoir en place actuellement. Alors, Roland, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Carole et bonjour Marc Goudjanou, amis téléspectateurs Internet. Bonjour. Bonjour Roland. Alors, on parlait déjà tantôt de l'information que Dynamisme Info a publiée ce matin. Il s'agit de la désignation du duo candidat pour 2026, les démocrates et le défi de l'alternance au sommet de l'État. Oui, il y a eu alternance au sommet de l'État à partir de 2016 parce que dans la grande famille présidentielle de 2006 à 2016, personne ne voyait Patrice Talon venir et être président de la République du Bénin. Et donc, lui qui, autrefois, la victime était adulée par le peuple, a réussi à gagner les élections. Il y a eu une alternance au sommet de l'État. Mais en l'État, aujourd'hui, les démocrates sont face à un défi. Et c'est bien dit par le journal, c'est un défi pour les démocrates de pouvoir peut-être travailler à gagner le pouvoir d'État pour une alternance crédible au sommet de l'État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que ce défi soit relevé aussi facilement par les démocrates? N'oubliez pas qu'en 2016, les élections étaient pour autant, en tout cas, étaient ouvertes. Il n'y avait pas de restrictions en termes de parrainage et autres dispositions qui dans le code électoral et même dans la Constitution révisée. La nouvelle mouture de la Constitution, notamment révisée, il y a tout ça, il faut tenir compte de ça. Et donc aujourd'hui, est-ce que les démocrates ont la chance d'avoir le pouvoir pour qu'il y ait une alternance
alternance au sommet de l'État? C'est là que réside la question. Et j'estime véritablement que c'est aux démocrates maintenant de travailler pour ça, parce que je dis une chose, ils appellent à la relecture du code électoral. D'accord, c'est une bonne chose, mais si ça n'arrivait pas, quel est le plan B des démocrates? En fait, c'est le véritable problème à ce niveau pour les démocrates. On a tout fait de dire le code électoral est chrysogène, il y a des dispositions qui sont source de tension, qui pourraient être source de tension, mais ils sont en face d'un acteur politique redoutable qui a toujours prévu un plan B, un plan C, pourquoi pas jusqu'à Z. Est-ce qu'eux, à leur niveau, est-ce qu'ils ont prévu ça? N'oubliez pas qu'en 2021, quand il est arrivé qu'on n'a pas réussi à valider la candidature de Ricky Madugo et de Patrick Djivo, ils se sont retrouvés dos au mur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font véritablement pour qu'en octobre 2025, quand ils vont présenter, parce que c'est ce que la loi dit fondamentalement, quand ils vont présenter leur candidature, qu'on ne trouve pas quelque chose à leur reprocher, au point que cette candidature passe facilement. Ça, c'est le premier nœud du sujet. Et après ça, que font-ils sur le terrain véritablement? Moi, je l'ai dit, écoutez, la foule n'est jamais égale aux électeurs. Boni fait le tour des communes du Bénin. On a vu que quand il sort, il y a une foule qui est derrière lui pour l'aduler, pour crier son nom. Il n'est plus candidat. Il sera candidat derrière quelqu'un, il sera soutien derrière quelqu'un qui est candidat, même s'il n'est pas président du Parti des démocrates. Et cette candidature du Parti des démocrates fera-t-il l'unanimité dans tout le Bénin? N'oubliez pas, il y a des clivages que nous observons depuis la Conférence nationale des forces vives de la nation, et ces clivages existent. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, le candidat proposé par les démocrates sera un candidat qui fait l'unanimité du nord au sud, de l'est à l'ouest? Bon, ça, là aussi, c'est une question. Et puis après, sur le terrain, je disais, foule, ce n'est pas électeur. On a pu voir, hein, les gens sortis, crier le nom de certains candidats, mais à l'arrivée, c'est 3%, 0,1%, 0,2%. Ceux qui sortent, qui sont derrière Boni souvent, qui crient, et on dit c'est les militants du Parti des démocrates, est-ce que ces personnes ont leur carte RAVIP, CIP, pour aller voter? Parce que c'est l'instrument pour voter aujourd'hui. Beaucoup de nos citoyens n'ont pas leur pièce. Et je reviens toujours aux statistiques. Nous prenons 2019, il y a eu un boycott. Nous prenons 2020, il y a aussi une partie de boycott. En tout cas, quand je parle de boycott, c'est les électeurs. Parce que l'élection n'était pas pour autant ouverte. 2020, également, il n'y avait pas eu de mobilisation. 2021 également. 2023, il y a pratiquement 2 millions d'électeurs qui ne sont pas allés voter. Et à ce nombre d'électeurs qui ne sont pas allés voter, il faut ajouter les néo-votants de 2003 qui ont 16 ans, qui ont 15 ans et qui ont 17 ans. Et qui auront en 2026 18 ans, 19 ans et 20 ans. Ces jeunes-là, ils sont nombreux. Qu'est-ce que le parti fait aujourd'hui pour aller convaincre ces nouveaux électeurs et les électeurs qui ont fait plus d'ascension par le passé pour espérer avoir leur vote dans les urnes? Parce qu'on a tout fait de dire, oui, il y a du monde, les démocrates, les gens les aiment. Mais non, les gens vous aiment. Mais est-ce que vous avez vérifié si les gens... Parce que vous allez voir qu'en 2020, 2021, 2023, ceux qui sont au pouvoir se sont arrangés pour aller retirer, aider les citoyens à retirer les cartes d'électeurs, les CIP. Mais que fait le Parti des démocrates en l'État? Je ne demande pas qu'ils aillent prendre des cartes pour distribuer, mais de sensibiliser davantage les électeurs. Et c'est seulement à ce prix qu'ils pourront avoir la certitude que beaucoup de personnes sortiront pour voter pour eux, pour qu'ils puissent gagner le pouvoir et qu'il y ait alternance véritable au sommet de l'État. Autrement, tel que ça se passe, ce n'est pas évident qu'il y ait une certaine alternance parce que ceux qui sont en face d'eux ont déjà tout scellé, malheureusement. Mais c'est le peuple qui a le dernier mot. Et dès lors qu'ils travaillent à avoir le véritable peuple debout, mobilisé, prêt à aller voter, et qu'ils ont un discours, parce qu'à ce niveau aussi, je le dis toujours, je sais que certains parmi eux sont d'accord avec moi. Quand je prends ma maison, je donne un exemple, bon, il n'y a pas de bitume devant ma maison, mais je suis, par exemple, à Agrobateau. Et devant ma maison, il y a le bitume. Et que vous voulez me dire que Patrick Talon est mauvais, ce n'est pas évident que j'ai la même compréhension, ou bien je vous comprenne, je sois d'accord, que le même citoyen qui n'a rien bénéficié du régime Patrice Talon. Donc, il faut voir le discours. Il faut déjà savoir, ce n'est pas leur rôle d'apprécier, mais il faut savoir quel discours adopter pour que les gens soient convaincus. Être réaliste dans ce qu'ils vont dire. Dans le discours, ils doivent être réalistes et tabler sur les insuffisances. C'est les insuffisances. Il faut déjà que dans leur discours, qu'ils ne balaient pas, qu'ils ne soient pas là. De la main, et peignent tout en noir. Parce que sous nos cieux, les politiques sont habitués à tout peindre en noir. Et au finish, parfois, vous frustrez même des gens qui vous aiment, mais parce que les gens vous disent, mais écoutez, vous êtes malhonnête. Donc, j'estime qu'il y a un gros travail à faire par les démocrates pour qu'il y ait alternance au pouvoir. Et puis, c'est un défi pour eux. Et c'est à eux de se donner les moyens. Nous pensons que
s'ils se donnent véritablement les moyens, quelque chose est possible. Maintenant, s'ils sont là et que parmi eux aussi, s'il y a des taupes tapis dans leur rang et qui doivent informer à la seconde près le camp adverse de ce qui se passe. De toutes les actions qui sont en train de mener. Ça se passe malheureusement en leur sein. Et malheureusement, je ne sais pas comment ça va se passer pour qu'ils puissent arriver à prendre le dessus. Alors, Marc Goudianou, quelle lecture vous faites ou carrément, comment pensez-vous que les démocrates pourront lever les goulots d'étranglement qui existent dans ce code électoral qui, il faut le dire clairement, constitue un handicap pour eux aujourd'hui? Oui, je pense que Laurent a déjà peint totalement le tableau auquel on verra forcément face en 2026, lorsque vous savez que vous avez un adversaire de taille et qui est tellement rusé et qui utilise toutes les armes qu'il a en sa possession afin de pouvoir vous empêcher de faire ci et de faire ça, surtout politiquement parlant. Donc ce sera à vous, c'est-à-dire aux démocrates, de pouvoir anticiper sur les éventuelles actions que va mener le gouvernement ou le pouvoir en place afin de pouvoir les empêcher quand même de pouvoir bénéficier de présenter leur duo à ces élections-là. Parce que les intrigues politiques, c'est ça qui constitue le vrai frein, d'accord, à ces démocrates-là pour pouvoir accéder à l'alternance en 2026. Il ne faut pas oublier que on a vu tous les boulots d'étranglement qu'ils ont eu par le passé avec les dernières élections. Donc, il y a également ce piège qui les attend surtout. Et l'autre chose, c'est d'anticiper beaucoup plus sur les éventuelles, telles que je l'ai dit, sur les éventuelles actions du pouvoir en place, parce que lorsque l'on dit chacun a son plan, et chacun, lorsque le gouvernement présente, par exemple, le pouvoir en place présente son plan A, plan B, et il anticipe déjà sur les actions des démocrates, parce qu'ayant déjà même en leur sein des tops qui vont pouvoir lui livrer les stratégies, et donc il faut qu'eux-mêmes, pourquoi ne pas également essayer? Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, autour du chef de l'État et autour de la mouvance présidentielle, tous ne sont pas de sainteté avec le chef de l'État. Ils ont des ressentiments, ils ont des griefs contre le pouvoir en place, mais aujourd'hui, ils n'ont pas le courage de le dire. Et c'est seulement en 2026 qu'on verra également le vrai visage de certains acteurs politiques sur la scène. Et donc, eux-mêmes, ils peuvent surfer sur ces défauts, sur ces insuffisances qui résultent des malentendus qui existent entre les grandes forces de la mouvance présidentielle pour pouvoir quand même essayer de faire mal également, de pouvoir avoir... C'est une guerre de stratégie qui va se dérouler avant 2026. Et je pense que si les démocrates ont vraiment cette envie de pouvoir changer les choses, ils doivent y mettre les moyens nécessaires qu'il faut. Et c'est vrai que Laurent l'a dit, il ne faut pas confondre la masse avec... la masse ne doit pas leur donner une assurance certaine qu'ils ont déjà la majeure partie des populations à leur côté. Non, il s'agira de pouvoir aller les convaincre avec des arguments pertinents. C'est vrai que vous n'irez pas forcément étendre lors de vos discours les réalisations du pouvoir passé. Non, pas forcément. Mais néanmoins, vous allez vous baser sur des arguments, vous allez vous baser sur des projets que vous allez proposer également, et non à aller à chaque sortie pour pouvoir aller peindre les réalisations du pouvoir en place. Je pense que parfois même il arrive même au pouvoir en place aujourd'hui de faire sortir d'anciennes vidéos du pouvoir de Yahi parfois pour pouvoir peindre également en noir, pour pouvoir faire une comparaison de ce qui a été réalisé par le passé avec ce qui est réalisé aujourd'hui, ce qui ne devrait pas être le cas. Il ne faudrait pas qu'on assiste forcément à une guerre interpersonnelle alors qu'aujourd'hui l'enjeu est plus grand et va au-delà de ça. Je crois même que aussi il faut ajouter que la situation qui prévoit actuellement cette affaire de complot contre la sécurité de l'État également, dans la gestion de ce dossier, dans le prolongement, ça peut permettre, ça peut participer à renforcer les démocrates ou non, dans une certaine mesure. Donc, il leur revient aussi de faire attention, comme le dit Marc, il faut faire attention, essayer d'utiliser les moindres failles du pouvoir en place et pour rebondir. Autrement, s'il reste là à se confondre en conférence de presse, dénonciation, et puis sortir avec le leader, mobiliser la foule, le monde, envoyer les vidéos pour montrer qu'il y a du monde derrière eux, ça ne résout pas le problème face à l'adversaire véritable qu'ils ont. Toutes ces stratégies sont possibles. Écoutez, je l'ai dit, en 2019, ils ont été dribblés. 2020, ils ont été dribblés. 2021, ils ont été dribblés. 2023, ils ont été dribblés. C'est vrai qu'ils ont fait l'effort ils ont fait l'effort pour que ce soit pas... Fait un échec total. Oui, non, pas de dribble réussi, totalement réussi, mais ils ont été partiellement dribblés aussi encore en 2023. Alors, vont-ils se laisser faire pour dribbler une fois encore en 2026? C'est à eux de jouer. Alors, vous faites bien d'aborder ce sujet de tentative de coup d'État. Je profite pour
connaître votre avis par rapport à la sortie de notre ex-confrère Jean-Eudes Mitopé. Oui, écoutez... C'est quand même l'actualité d'aujourd'hui. Je suis dans une posture assez difficile parce que ce sujet de OB26, je connais bien les débuts, et les tenants et les aboutissants, je connais bien le contenu. Et je suis le premier à dire que ceux qui sont proches de l'Uboco doivent pouvoir parler, parce que si vous estimez que c'est un bon monsieur, que vous l'avez côtoyé, maintenant qu'il est en difficulté, vous devez pouvoir quand même vous prononcer, tout ne serait-ce que lui apporter votre soutien, même si vous voulez apporter votre soutien au chef de l'État, et espérer que les choses se déroulent pour le mieux en matière de questions des droits humains, respect des droits humains et autres. Ceci étant, Jean-Eudes Mitopé a pris le risque de créer OB26, Objectif Bénin 2026, qui est devenu OB26, pour vous dire comment est-ce que c'est parti. Alors, il a pris le risque de s'afficher publiquement. Finalement. Non, c'est ça. Non, dès les premières heures, il fait partie des premiers quand même à créer un mouvement pour Olivier Bokor. Oui, on ne refuse pas. Maintenant, aujourd'hui, il prend le risque encore de prendre la parole. Ce qui prend, justement. J'ai suivi hier soir, ce matin, quand je suis réveillé la première, j'ai encore suivi tout ce qu'il a dit. Oui, c'est assez courageux ce qu'il a dit. Et c'est en cela que parfois la loyauté, on parle de loyauté en réalité. Parce que quand je vois des gens hier qui ont dit qu'ils partagent les idéaux, ou l'idéologie de Olivier Bokor, qui aujourd'hui ne peuvent pas prendre la parole, j'ai de la peine. Parce que quand vous pourriez partager... Est-ce que c'est le courage ou... prudence. Est-ce que c'est le courage ou une conviction? Oui, courage et conviction à la fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il dit clairement à la face du monde, je suis OB. Je l'assume, et voilà mon avis par rapport à la question. Et c'est-à-dire, tout ce qu'il a dit, c'est vrai que les gens craignent qu'il soit interpellé. C'est de bonne guerre. S'il est interpellé, peut-être certainement il s'est préparé avant de faire sa sortie. Oui, parce qu'à un moment donné, vous payez le prix fort. On n'est pas grand pour rien. Hein. C'est-à-dire, pour être grand, vous prenez les risques, vous prenez des risques, vous payez le prix fort. Donc, il l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Il l'assume certainement. Et je crois que, même s'il était interpellé, je crois qu'il devrait pouvoir... Il a certainement préparé le terrain. Il se dit, bon, écoutez, au-delà de tout, même si je suis interpellé, écoutez, je paye le prix. Ce que je veux dire pour finir, c'est que dans notre pays, le plus souvent, quand vous êtes aux affaires, vous êtes encore là, tout le monde vous appelle, vous sollicite. Mais quand vous êtes en difficulté, tout le monde vous réunit. J'ai pu voir un journal écrit hier, Olivier Bokor renié avant condamnation. Ouais. Et donc, c'est bien dommage. Voilà, renier avant condamnation. Je crois que c'est le Paraclet qui a écrit ça. Renier avant condamnation. Oui, c'était la semaine dernière, jeudi. Hier, il y avait un titre comme ça à la une. Donc c'est revenu parce qu'on en a parlé sur ce plateau le jeudi. Voilà, donc j'estime que oui, aujourd'hui, beaucoup ont réuni déjà Olivier Bokor, quand bien même c'est des gens qui allaient émarger chez lui, je le dis, hein, en pesant bien mes mots. Mais malheureusement, vous savez très bien comment ça se passe. On veut maintenant se repositionner pour aller vers Patrice Talon, mais ils oublient que Patrice Talon a toutes les informations déjà. Il a toutes les informations déjà. Il les regarde, il sourit. Et il ne manquera pas de leur marquer le coup, connaissant l'homme. J'estime que véritablement, j'ai appris la mesure des choses. Je dirais courage à tous ceux-là qui sont proches de lui au corps, qui aujourd'hui se retrouvent peut-être assez peinés, assez traumatisé. C'est pas seulement Mitopé, il y a également Amoussou qui est sorti pour dire tout son soutien. Il affirme même que Olivier Bokor gagnera le procès et sera candidat et gagnera les élections en 2026. Est-ce que c'est pas trop rêvé? Non. Aux premières heures de cette affaire, j'ai dit en réalité que cette affaire, c'est dans la gestion, le prolongement du procès, le procès que moi je dirais, je donnerai mon avis final. Mais je pense que là, et je l'ai dit, soit Olivier Bokor soit innocenté parce qu'en fait, on a parlé de tentative de coup d'État et j'ai dit aux premières heures non. On peut souvent dire tentative. Tentative, c'est que si on les arrête au port de la présidence avec des armes, c'est tentative. Mais vous allez voir que le juge, dans le prolongement, a dit que c'est un complot contre les autorités de l'État. Ça commence par là. Mais dans les chefs d'accusation, on a parlé de blanchiment de capitaux. Vous allez voir qu'il se peut que tous les chefs d'accusation tombent un à un et qu'on arrive à juste statuer sur blanchiment de capitaux. Et c'est celui chez qui on dit, il a dit qu'on a vu l'argent. Un peu comme le schéma de Amoussou Steve. Voilà. Et donc, ce qui veut dire qu'il peut arriver que tous les chefs d'accusation tombent et que ce soit l'autre, le jeune ministre, Antoine, ancien ministre, qui soit incriminé pour blanchiment de capitaux. Parce que
il y a une jurisprudence en la matière. On dira que oui, les gens ont dit que non, la juridiction évolue au Bénin, mais au-delà de tout, n'oubliez pas qu'en 2012, quand bien même il y a une affaire qui existait, les gens ont dit, après que le juge a sorti, et le juge Angelo a dit, je ne suis pas un héros, dans son livre, il a clairement dit qu'il n'y a pas eu début d'exécution. Et dès lors qu'il n'y a pas de début d'exécution, pardon, il y a eu une jurisprudence en la matière par le passé, il se peut que cette jurisprudence soit mise sur la table et que Olivier Bokor soit purement et simplement relâché, mais que l'autre réponde des faits de blanchiment de capitaux. Donc c'est possible. Et donc, dans ce cas de figure, il se peut qu'une autre opposition soit suscitée du milieu de la mouvance présidentielle. Et c'est là que vous allez voir que certains acteurs politiques qui sont soumis, disciplinés aujourd'hui, craignant les représailles, vont ouvertement s'afficher. Voilà, vont ouvertement s'afficher et s'allier à Olivier Bokor, même des députés, parce que dans la mouvance, il y a des députés qui sont pro-Bokor. Donc, ces députés vont commencer par s'afficher et vont réussir à lui donner le parrainage et il se peut qu'ils gagnent les élections. Et c'est en cela que je dis que les démocrates n'ont pas dormi. Parce que l'opposition qui sera suscitée du milieu de la mouvance peut venir leur damer le pion. Et qu'il vous souvienne qu'en 2016, ce n'est pas ceux qui étaient les opposants farouches de Boni Yayi qui ont gagné les élections. C'est Patrice Talon qui a géré le pouvoir avec Boni Yayi de 2006 à 2012 qui est devenu la victime, avec des gens qui ont mangé avec Boni Yayi pendant 10 ans et qui ont commencé par dire Boni Yayi c'est fini, en leur propre sein de la mouvance, c'est eux qui ont travaillé à ce que Patrice Talon soit président. Donc, le même cas de figure peut arriver, une autre opposition sur la société du sein de la mouvance, et malheureusement les démocrates, s'ils ne se lèvent pas très tôt, ils peuvent perdre les élections au profit de Olivier Bokor. Alors, Marc Goudjanou, votre lecture? Non, bon, je vais commencer d'abord par la sortie de Jean-Eudes Mitokpe, qui, bon, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé depuis le CEG jusqu'à dans le milieu professionnel. C'est quelqu'un qui a été toujours courageux, audacieux dans ses décisions. Et du moment où il a déjà fait le choix de pouvoir soutenir la candidature d'Olivier Bokor, de susciter la candidature d'Olivier Bokor, je pense qu'il connaît déjà les risques qu'il prenait. D'accord. Et donc, même après la situation de tentative à la sûreté de l'État, il a pris son temps, il n'est pas sorti précipitamment comme certains, peut-être même de la mouvance, qui ont commencé par jeter de l'opprobre sur Olivier Bokor, alors que même il n'y a aucune décision de justice qui soit sortie l'accusant. Donc du moment il a pris du recul, il a fait sa sortie, et je pense que dans tout ce que j'ai suivi, dans tout ce qu'il a dit, c'est vraiment audacieux, et cela ne fait que refléter la personnalité de Jean-Eudes, tel que je le connais. Donc, du coup, ça montre la fidélité, d'accord, à la personne d'Olivier Bokor, avec qui il a commencé à travailler depuis longtemps, et comme il faisait partie même des premiers à pouvoir susciter cette candidature d'Olivier Bokor, il ne fait que confirmer, d'accord, tous les idéaux qu'il avait, d'accord, en demandant au début de pouvoir susciter cette candidature-là. Je pense que sa sortie, elle est audacieuse dans la mesure où aujourd'hui tout le monde craint de pouvoir aborder ce sujet-là. Tout le monde a peur d'aborder ce sujet-là. Vous allez même constater que même dans notre milieu professionnel, dans la presse, beaucoup de journaux ne veulent pas faire des analyses, d'accord, profondes par rapport à ce sujet-là. Ils sont très méfiants par rapport à ça, parce que on se dit c'est au sommet de l'État. Et même, voilà que ceux qui sont mêlés encore étaient des proches du chef de l'État. Donc, on ne va pas courir à aller vite en besogne en faisant des analyses peut-être qui vont se retourner contre nous. Parce que, pour le moment, tel que Laurent l'a dit, personne ne connaît encore le dénouement de cette histoire-là. Personne ne le sait encore. Aujourd'hui, maintenant, ils sont encore en détention. Le procès n'a pas encore eu lieu. On attend. Il n'est pas programmé non plus. Donc, on attend de pied ferme ce procès-là pour pouvoir voir en réalité, quelle est l'issue qui sera donnée à ce procès-là. Et également, tous ces soutiens d'Olivier Bokor aujourd'hui, d'Olivier Bokor depuis longtemps, qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de pouvoir se prononcer, par exemple, par rapport à cette histoire, et qui sont des proches du chef de l'État également. Je pense que Jean-Eudes Mitokpe est en train de leur montrer en réalité, vous êtes des aînés politiques, vous êtes de grands hommes politiques de ce pays, mais vous êtes des lâches, parce qu'au moment où celui chez qui vous venez émarger à chaque fois, lorsqu'il se met dans un problème où il n'est même pas encore
totalement condamné dans cette affaire, c'est-à-dire pourrait être même blanchi dans cette affaire. Vous restez dans l'ombre, vous ne lui apportez même aucun soutien, vous êtes taillé dans l'ombre, vous ne vous prononcez même pas, on ne vous sent même pas. Donc, je pense que bon, c'est leur bon vouloir. Hein. Et au moment opportun, chacun pourra faire les analyses nécessaires pour voir. Même si à un moment donné, Olivier Bokor même sera blanchi par la suite, même s'il a été blanchi par la suite, lui-même pourra prendre quand même la mesure de la chose pour pouvoir voir en réalité qui sont ceux qui sont réellement avec eux. Est-ce que les gens sont avec lui forcément parce qu'il fait sortir beaucoup plus d'argent, parce qu'il est généreux, ou bien effectivement parce que quand il donne, ça donne le vertige. Oui, ou bien parce que quand il donne ça donne le vertige, ou bien parce qu'il partage réellement sa vision prochaine, ou bien il partage réellement ses idéaux en réalité. Parce que c'est ça la vraie question. Parce qu'ils pourront vraiment jouer le jeu avec lui jusqu'en 2026, mais que finalement, même en suscitant cette victimisation auquel le Béninois est forcément habitué, cela pourrait même détromper plus d'un qui vont se dire, mais bon, c'est un faux problème. Et également, ceux qui pensent le soutenir vont pouvoir même se retourner leur veste à n'importe quel moment, parce que ce ne sont pas des gens confiants, ce ne sont pas des gens en qui on peut se fier, politiquement parlant. Donc, du coup, le débat demeure et je pense qu'il y a prudence en la matière. On ne peut qu'encourager ce qu'il a fait. Hein. Elle lui dit il n'est que dans la droite ligne de ce qu'il avait débuté du début en suscitant de ses objectifs. Et donc, au lendemain de cette affaire, beaucoup ont commencé par quitter les groupes de soutien. Oui, les groupes ont été... Exactement. Et beaucoup ont même supprimé les groupes qu'ils ont créés pour Olivier Bokor. Oui, c'est vrai. Vous imaginez... Et au moment, moi, je me disais même, bon, moi, j'attendais même, je me disais, mais pourquoi Jean-Eudes ne sort pas? Bon, puisque je me disais... Dans cette affaire, Jean-Eudes a été éploré. Et son père est décédé dans cette affaire, je crois, au courant mois d'octobre. Okay. Je crois qu'il devrait y être inhumé ou bien samedi prochain. Donc, il y a aussi cette situation qui faisait qu'il n'était pas tout stable. Donc, je crois qu'il y a ça. Mais je pense évidemment que la loyauté, c'est jusqu'au bout, même si la personne se sent en difficulté. Pour finir, Marc, avec vous, est-ce que vous pensez comme Amoussou que Olivier Bokor va... Oui, Constantin Amoussou, tout à fait, sera candidat et va gagner les élections en 2026. Je pense qu'on va attendre le dénouement de cette affaire de tentative à la sûreté de l'État parce que, en fait, le dénouement de cette affaire pourra déterminer un certain nombre de choses. D'accord. Donc, du coup, même s'il le dit, il est optimiste parce que il est proche peut-être de l'homme. Et donc, dans... C'est pas qu'il est proche peut-être de l'homme. Moi, j'ai rencontré... Donc, ici, il est proche de l'homme, donc il est forcément optimiste et il exprime en réalité son souhait de voir forcément Olivier Bokor être blanchi, devenir victime, devenir candidat. Et on sait que Olivier a des proches qui sont au sein du chef de l'État, au sein de l'appareil étatique aujourd'hui. Donc, il se dit que forcément, avec ces soutiens-là, ils vont pouvoir quand même arriver à leur fin. Mais pour le moment, on est dans une incertitude totale. Personne ne sait encore ce qui peut se passer d'ici quelques mois. Je crois que Constantin Amoussou, c'est très proche de Olivier Bokor. Quand vous lisez ses dernières publications, avant même que l'affaire n'intervienne, en lien avec Adjidjola Djelili de Calavi, et avec l'autre Constantin Ada qui est à Glo, ici, où il y a une affaire où l'autre allait demander je ne sais quoi. Mais je l'ai rencontré quand même à Soklobo, parce que j'ai été maître de cérémonie pour une sortie du mouvement de Olivier Bokor. J'ai été sollicité, je suis allé là-bas, j'ai vu Constantin Amoussou. Ah, vous avez embrassé également le métier de maître de cérémonie? Oui, écoutez. Donc, je suis allé là-bas, et puis j'ai vu Constantin Amoussou fortuitement sur le terrain. Et qu'est-ce que je comprends, c'est qu'il était venu... Pour représenter pour avoir des informations sur l'histoire d'Olivier Bokor. Il a été chez le roi de Soklobo pour apprendre davantage, puisque Olivier Bokor de Soklobo. Donc, pour apprendre davantage sur son origine, comment est-ce qu'il a grandi, comment est-ce qu'il a évolué. Et donc, le jour où les gens faisaient leur sortie, il était venu raconter l'histoire d'Olivier Bokor. Donc, c'est un très proche d'Olivier Bokor. Et donc, quand il le dit, écoutez, on ne va pas lui demander d'être pessimiste parce que son leader est en prison. D'ailleurs, vous l'avez vu, il a démissionné du bloc républicain. Tout ça dit qu'en réalité, il veut militer autrement sur le terrain et s'afficher parce qu'au sein de la formation politique, le BR, il ne peut pas oser s'afficher pour dire Olivier Bokor alors que les partis doivent se soumettre aux dispositions de la Constitution et du Code électoral. Donc j'estime que oui, c'est un soutien qui continue de rêver grand pour son leader, d'être optimiste, attendant de voir si ça va payer. Ça va payer.
Autre information à débattre sur ce plateau, menace des djihadistes dans le nord et si les parlementaires passaient un court séjour dans les localités. Ça vous fait sourire. Le journal demande des choses impossibles. Vous vous rappelez de cette affaire, je crois que c'est sous Boniaï, non, où on a vu les députés, non, c'est même quand même sur Patrice Talon, hein. On a vu Gbadamassi. En casque. Oui, la 8e législature, casque et gilet, oui. Et dans le Nord Bénin pour dire qu'il veut soutenir les gars. Les gars souffrent sur le terrain. C'est vrai que la RACA dit de ne pas trop en parler, hein, mais on va en parler quand même un peu. Les gens souffrent sur le terrain. Je crois que, bon, leur descente sur le terrain, c'est une motivation. Mais motivation, je veux bien qu'au-delà de tout, qu'on essaie de revoir leur situation. J'estime que c'est pour demander à ce qu'ils aillent toucher du doigt ce qui vit leur réalité. Oui, non, en fait, vous n'allez pas voir les députés, même les regradés de l'armée, ils sont pas prêts à aller faire ce sacrifice. Même les regradés, ils sont nombreux à ne pas vouloir oser faire prendre ce risque. Et donc, j'estime qu'aujourd'hui, il y a ces militaires, ces policiers qui, au prix, en tout cas fort, pour payer, pour servir la nation, protéger la nation, sont au front là-bas. Il y en a qui meurent au quotidien, malheureusement. Je crois que dans ces conditions, quand vous avez des gens qui sont sur le terrain, leurs épouses sont à Cotonou avec les enfants, et l'épouse, avant de se coucher le soir, se couche la peur au ventre. Les enfants déstabilisent la peur au ventre pour dire qu'est-ce qui pourrait arriver à papa cette nuit, qu'est-ce qui pourrait arriver demain matin. Et puis, beaucoup de personnes, j'ai vu à Calavi, je l'ai dit la dernière fois, ce jeune policier mort au front et avec son épouse et les 2 enfants. J'ai vu les images, j'étais assez peiné. Alors, les enfants là deviendront quoi? Donc, j'estime qu'il faut revoir un peu le mode de fonctionnement, en tout cas de prise en charge de ces forces de défense et de sécurité qui sont au front. Prendre en charge entièrement, pourquoi pas leur famille, rassurer les enfants et trouver les moyens, parce qu'on dit que oui, après, les enfants sont pris en charge. Mais pour combien d'années? Le plus souvent, les enfants, c'est 1 an, 2 ans, et puis on les oublie. J'estime que véritablement, il faut davantage mettre des moyens. Et puis, ce qu'on ne donne pas par jour, comme prime par jour, je crois qu'il faut que le gouvernement diligente une commission d'enquête sur le terrain pour voir si ce qui est payé, ce qui est prévu pour payer aux policiers, est-ce que c'est ce qu'ils perçoivent véritablement sur le terrain. Il y a des informations qui circulent. Je ne suis pas de l'armée, mais je crois qu'ils sont bien placés. Il y a le renseignement d'État, il y a on peut envoyer des gens sur le terrain pour poser la question aux soldats qui sont sur le terrain, leur demander si véritablement ce qui est prévu qu'ils doivent prendre là. Et c'est ça, parce qu'il peut arriver qu'ils soient au front, mais que d'autres personnes à Cotonou prennent la grosse part de ce qu'ils doivent prendre. Donc il faut fouiller tout ça là. Il y en a qui se plaignent. Moi, j'ai quand même un frère qui a fait plus de 10 ans à Candy, et quand il vous raconte l'histoire, vous avez, c'est-à-dire même sans jamais mettre pied là-bas, vous avez peur à écouter certains témoignages. Je crois que ce qu'il faut faire maintenant, c'est de davantage motiver ces soldats-là. Essayer de revoir. Pourquoi ne pas augmenter leur salaire, par exemple? Ou des primes spéciaux. Non, mais il y a des primes spéciales qu'on peut leur payer. Ils ont des primes journalières. Oui, mais il faut véritablement faire en sorte qu'il faut leur augmenter, par exemple, le salaire également. Leur donner des garanties. Et dès lors que il faut trouver le mécanisme, dès lors que quelqu'un d'entre eux a un problème, qu'on résolve ça au plus vite, pour que ça motive d'autres soldats. Autrement, moi j'estime qu'il y a encore des choses à faire. Marc? Oui, je pense que c'est ce que l'on souhaite, que l'on aille toucher du doigt, ce que vivent ces soldats dans le nord du Bénin qui sont confrontés à la menace djihadiste tous les jours. Et n'oublions pas, quand on parle de menace djihadiste, il y a surtout la pose des mines antipersonnelles qui représentent un grand danger, surtout dans le nord, parce que même en simple patrouille, vous pourrez tomber sur une mine et c'est fatal pour tout le monde. Je pense que c'est cette crainte aussi qui fait que beaucoup de gradés de l'armée, d'hommes politiques, d'accord, ont peur d'aller sur le terrain pour pouvoir aller faire le constat de ce que vivent ces hommes armés. Parce que c'est quand même très crucial, parce que vous vivez là-bas, vous assurez la sécurité des populations, du territoire, mais vous savez que du jour au lendemain, vous pourrez mourir, vous pourrez partir. Et donc, cela remet en cause le patriotisme qui doit être mis à l'avant, même à partir de ces hommes politiques,
d'accord, au sein des parlementaires, puisque ça a été la question que le journal a soulignée, pourquoi ils ne peuvent pas aller sur le terrain, aller toucher du doigt la réalité et aller peut-être questionner, d'accord, ces acteurs-là, ces militaires qui sont là-bas, aller faire des échanges avec eux pour pouvoir quand même voir les réalités qu'ils sont en train de vivre. Le tout ne réside pas de rester entre Calavi, Cotonou et Porto-Novo pour dire nous vous soutenons, nous sommes derrière vous, vous êtes patriotes. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que Laurent Ladéa dit on sait déjà qu'au sein de la Grande Muette, d'accord, au sein de cette Grande Muette, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits et les soldats souffrent énormément. Et compte tenu de cette règle de la non-muette, ils sont obligés de ne pas pouvoir dire leur ressenti, les difficultés qu'ils vivent, ils sont contraints au silence. Et donc, même s'ils sont traités dans l'injustice, ils n'ont pas le droit de le dire. Et souvent, c'est la plupart du cas. Nous avons assisté aujourd'hui, nous avons assisté par le passé, des cas de ces militaires qui reviennent de missions de l'ONU, mais qui ne perçoivent pas la totalité, d'accord, de l'argent que l'on devait leur verser. Nous avons eu le cas d'Angou dans ce pays. Mais cette réalité date de plusieurs années, parce que moi, mon père en a subi. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire que cette réalité, ça demeure toujours. Alors qu'aujourd'hui, les djihadistes, n'oublions pas, ce sont des gens qui sont dotés de très grands moyens. Et quand je dis moyens, je parle également de moyens financiers. Et donc, lorsqu'on assiste, la dernière fois, on a même attrapé, il paraît, des militaires ailleurs qui voulaient aller revendre des uniformes, d'accord, à des djihadistes, par exemple. Oui. Donc, vous savez, tout ça, c'est pourquoi. Si les gens sont vraiment bien payés, s'ils sont dans de bonnes conditions, d'accord, s'ils sont motivés, je ne pense pas qu'ils vont pas tomber dans ces pièges-là, dans ces revers-là. Que leur famille sera prise en charge. Exactement. Totalement. Donc, du coup, normalement... C'est pas encouragé. C'est pas encouragé, non, c'est pas encouragé. Donc, normalement, on doit les mettre dans les meilleures conditions qu'il faut, parce que c'est des gens qui se sacrifient pour la nation. Et donc, ce sont les gens qui devaient être les mieux traités, même au sein de l'armée. Les primes qu'on doit leur donner, ça doit être des primes vraiment de motivation et qui ne doivent pas être coupées. C'est-à-dire, on ne va pas dire aujourd'hui, on veut donner des primes de 100 000, par exemple, pour le mois, pour couvrir ici, et finalement, c'est 25 000 ou 30 000 qu'on leur envoie. Est-ce que ce militaire il sera vraiment motivé? Non. À des moments donnés, même s'il va sentir la menace djihadiste de très loin, parfois, il sera obligé de déserter. Il y a certains qui désertent, mais on va pas le dire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans les bonnes conditions. Et parfois, ça fait qu'ils vont se dire, moi, je n'irai pas mourir, laisser mes enfants et ma femme qui m'attendent. Donc, il faut que, pas seulement au niveau des parlementaires, mais également au niveau de l'État central, qu'ils revoient les conditions de ces militaires-là qui vont totalement au sacrifice Moi, je crois que pour finir, oui, bon, écoutez, on a fini de décortiquer, mais je pense que oui, si les députés sont les représentants du peuple, ils peuvent aller... passer un court séjour comme... Oui, là-bas, pour ne serait-ce qu'une nuit, dans les tentes ou dans les chars, dormir jusqu'au petit matin et voir comment est-ce que, avec les crépitements des armes, comment ça fait. Malheureusement, nous avons en face des djihadistes qui sont très bien équipés. Vous imaginez, vous avez suivi la dernière actualité au Sénégal, où un navire a été intercepté rempli de munitions, d'armes et autres là. Et ceux qui étaient à bord de ce navire sont des Ukrainiens. Et vous comprenez très bien que la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui a été transposée vers le Mali, en réalité, doit avoir ses sources, doit avoir aussi quelque chose à voir avec ce navire intercepté. Et ces armes que nous voyons parfois qui viennent dans ces pays-là transitent, en tout cas ça fait le tour de toute l'Afrique de l'Ouest, et tous les pays sont menacés. Et donc, si les djihadistes sont des armes de dernière génération, il va falloir aussi bien équiper les nôtres. C'est vrai qu'ils sont équipés. On a pu voir l'Allemagne donner des matériels, la France également, les États-Unis également. Mais il faut davantage être au pas et pour voir, avec l'évolution de la technologie, les armes de dernière génération qu'on peut avoir aussi pour faire face à ces djihadistes. Autre information abordée par la majorité des quotidiens parus ce matin, le ramassage des ordures ménagères devient payant à partir du 1er janvier 2025 dans plusieurs villes. Oui, écoutez, nous avons bénéficié, même si... En fait, nous avons bénéficié de ce service-là gratuitement. Mais gratuitement, on le payait dans les impôts. Non, on payait les impôts des maisons. Oui, mais on payait. Et quand on paye l'impôt, je crois que cette taxe
y est. On ne nous a pas dit, même si les impôts ont augmenté à un moment donné, on ne nous a pas dit que Attendez, on ne nous a pas dit que l'argent est mis sur... Non, je parle en conséquence de cause. Oui. Normalement, dans la réalité, il y a une tasse qui est réservée. Oui. Dans le pour le ramassage des ordures dans les maisons. Oui, c'est ce qui est normal. Justement, c'est ce qui est normal qui se faisait. Oui, mais ne pas payer par mois. Oui, mais écoutez... Maintenant, pourquoi en venir à payer désormais à partir de janvier 2025? En fait, vous ne me comprendrez pas sur ce sujet. Moi, je suis... En fait, comme on dit pour le portugais, au dos militant. Il faut mieux s'adapter à ça. Parce que vous le voulez ou pas, on va payer à partir de janvier 2025. D'accord? Même si on payait ça au niveau des impôts, on va payer. Ce que je vous dis, c'est que l'essentiel, vous savez, les gars, parce qu'on ne nous demandait pas l'argent ouvertement et qu'on disait que c'est gratuit, les gars se permettaient tout. Vous savez, vous imaginez chez moi, les gars peuvent passer, c'est peut-être une fois par quinzaine ou qui vont passer devant la maison pour klaxonner et ramasser les déchets. Parfois, les déchets sont entassés là. Mais dès lors qu'on me dit de commencer à payer janvier 2025, bon, et qui s'apprête à ce que je sois exigeant également. Je serai exigeant en la matière pour leur dire, mais si vous n'avez pas ramasser, je me plains, je vous dénonce et chacun va répondre de ses faits. J'estime que oui, c'est vrai que bon, on aurait dû nous laisser, comme c'est une femme quand même qui a parlé, on aurait dû nous laisser et voir dans quelle mesure au niveau des impôts on peut couvrir ça. Mais toujours est-il qu'on vous dira que les gens, il faut payer les salaires, il faut payer les charges. Leur base, c'est dans notre zone, Marc Goudjanou. Donc, on voit quand même comment, en peu de temps, les camions sont déjà cartés. Il faut renouveler. Il faut renouveler le matériel, il faut faire certaines choses. Ça demande de l'argent. Est-ce qu'on va aller prendre de l'argent dans le budget ou bien c'est dans ce que nous tenons qu'il faut entretenir ces matériels payés? Je sais que vous ne partagez pas totalement ce que je dis, mais moi je pense que, écoutez, préparez-vous psychologiquement. Justement, ça s'impose à nous, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure. Je cite rapidement les villes qui sont concernées déjà. Il y a Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouidah, Semekoji. Et les montants à payer sont entre 3 000 et 5 000 francs. Justement, c'est là où le bas blesse. Parce qu'avant, on payait juste 1 000 francs. C'est venu à 1 500 et certaines ONG, dans le temps, sont allées à 2 000. Après, le gouvernement a pris ça à travers le ministère de l'Environnement et sa structure SGDS. Aujourd'hui, maintenant, on nous demande, avec la cherté de la vie, d'aller jusqu'à 5 000 francs pour le ramassage des ordures. 3 000 francs, là, c'est 100 francs par jour. Ça va, je vais finir avec vous. Je donne la parole à Marc Goudjanou. Je pense que c'est une mesure qui va faire grincer également beaucoup de temps parce que nous savons que nous sommes dans une situation économique morose, très morose pour la population, où les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Ne l'oublions pas, c'est vrai. Mais mis à part ça, Carole a souligné des aspects qui sont très importants et qu'il faudrait prendre en compte dans cet aspect-là. Vous savez déjà que lorsque vous êtes entreprise, d'accord, au niveau déjà des impôts que vous payez, il y a des tasses qui vous sont prélevées déjà au niveau de l'enlèvement des tasses d'ordures. Tasses d'enlèvement d'ordures, je pense bien. Déjà au niveau des entreprises. Et dans le communiqué que j'ai lu, en tout cas dans l'arrêté interministériel, c'est que les entreprises sont concernées. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement au niveau des ménages, les entreprises également sont concernées, parce que lorsqu'on parle des hôtels et autres également, ce sont des entreprises. Et déjà que dans les impôts que ces entreprises paient au niveau du fisc, il y a déjà cette tasse-là qu'on leur prélève déjà. Est-ce à dire qu'en dehors de cette tasse, ces structures qui sont des entreprises bien données qui sont là, vont encore payer d'autres tasses? Ça sera une double imposition qui va s'imposer à eux. Ça, c'est la vraie question. Maintenant, en ce qui concerne les ménages, pour ceux qui ont même des parcelles non bâties, c'est-à-dire des parcelles qui ne sont pas construites. Vous savez que lorsque vous allez aux impôts pour payer les tasses, il y a des tasses d'enlèvement d'ordures qu'on vous prélève. Alors que même que vous n'avez même pas encore construit. Donc, je me demande, est-ce que ce n'est pas une double imposition que l'État est en train de créer à ce niveau-là? Si c'est le cas, je pense qu'il est important que le service de communication de la présidence
dans la cellule de communication de la présidence, et également les acteurs au niveau de SGDS et autres, s'ils ont forcément une cellule de communication, qu'ils sortent pour pouvoir expliquer... Ils ont une cellule de communication dirigée par une dame, je ne sais pas si elle a été changée. Voilà, pour pouvoir expliquer à la population, en réalité, comment est-ce que ça se fait. Quelles sont les taxes qui avaient été... Est-ce que les taxes qui étaient prélevées au niveau du fisc avant, ces taxes sont supprimées et sont converties en réalité vers de nouvelles taxes aujourd'hui qui leur seront prélevées. Parce que lorsque vous devez payer entre 5 000 et suivant les informations que j'ai, c'est comme si c'est une facture. C'est pas seulement 5 000. Oui, c'est pourquoi. 3 à 5 000 et 7 à 30 000. Oui, c'est-à-dire pour les entreprises, parce qu'ils ont dit qu'ils vont tenir compte d'un certain nombre d'aspects. C'est-à-dire, on va tenir compte de votre bâtisse, de l'étendue de si vous avez poissonnerie et que vous produisez des déchets de carton, vous n'avez pas oui, j'entendais même parler, j'avais eu crainte des informations selon lesquelles pour ceux qui vivent dans des maisons en location, par exemple, qu'on viendrait même dénombrer le nombre d'occupants et même dénombrer, peut-être étendre la valeur locative de la maison pour voir combien vous payez, pour voir quel standard auquel vous vivez, pour pouvoir vous facturer la facture que vous aurez à payer. Le social. Non, je pense qu'il faut que les concernés sortent en réalité pour mieux expliquer. Exactement, pour mieux expliquer. Tant qu'ils ne le feront pas, je pense que la population va se sentir frustrée. Comme je le suis d'ailleurs. Comme je le suis. Ma chère Carole Olaye, si vous regardez mes réactions, écoutez, je sais, je suis aussi perdu par rapport à la situation. Mais vous voulez que je dise quoi? Vous voulez tout ce que vous dites là? Vous pensez que vous avez l'impression d'être écouté? Non, je pense que... On est écouté et on attend la réaction du gouvernement à travers le porte-parole. Le problème, c'est que vous le voulez ou pas, ils trouveront les moyens de vous prendre l'argent. Bon, si vous refusez de payer SGDS, ne serez pas surpris que l'année prochaine pour les impôts, il y ait une augmentation de 5 000 francs. Donc, ce que j'ai même appris, le modèle de paiement, paraît-il, c'est un modèle de paiement en ligne qu'ils veulent faire. Et que ce serait comme... C'est une facture annuelle. Donc, c'est une facture annuelle qu'ils vont vous établir. Et à partir de la facture annuelle, par exemple, vous aurez la possibilité soit de payer mensuellement, soit de payer le tout annuellement. Et ce serait payé en ligne sur la plateforme du service public en ligne qui se fera. Ce que je veux dire, moi, ce que je veux dire pour finir, c'est que au-delà de tout, s'ils peuvent revoir la mesure et peut-être nous épargner de ça et tenir compte clairement des impôts qui sont payés pour les maisons, c'est de bonne guerre. S'ils ne le font pas, ce que je veux dire, c'est que désormais, moi, Laurent, entre action continue de se taire. Quand est-ce qu'on se fera écouter? Non, mais écoutez, moi, vous savez très bien que moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Mais écoutez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je veux être... Mais là, vous nous demandez de subir sur ce plateau ce matin. Non, je ne vous demande pas de subir. Je vous dis de prendre la mesure des choses et de vous adapter à ça. C'est ce que je vous demandez. C'est très simple, je ne vous dis pas de subir. Maintenant, moi je dis une chose, s'ils veulent prendre l'argent, ils n'ont qu'à prendre. Mais je vais être désormais, en tant que citoyen, je vais être exigeant. Quelle est la fréquence à laquelle les éléments doivent passer chez moi pour prendre les ordures, les déchets? Je veux savoir ça. La fréquence. La fréquence, première chose. Deuxième chose, les agents qui travaillent dans la structure... Ils sont très peu polis, il faut le dire. Très peu polis et puis arrogants à la limite. Non, mais vous savez... Et quand ils viennent, c'est tout comme s'ils vous ont donné rendez-vous. Et d'abord, le jour de ramassage est incertain. Voilà. Ils viennent quand ils peuvent et quand ils veulent. Et quand vous ne sortez pas les ordures vides, c'est tout comme si c'était déjà un rendez-vous calé. Et ils viennent, ils vous narguent. J'ai vécu personnellement cela. Parfois même ils viennent, quand ils finissent de ramasser, ils disent papa n'est pas là ou maman n'est pas là. Donc juste ils attendent quelque chose. Oui, et donc c'est en ce moment que moi je vais être aussi... Cela ne me gêne pas. C'est pour ça que moi je vais être aussi exigeant maintenant. Pour dire quoi? Vous voulez nous prendre les tasses, non? Les 3 000. Moi je vais payer les 3 000 et 5 000. Je ne suis pas contre. Mais plus de 200, plus de 500 Non, c'est même pas ça. Je peux même donner. Pas, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais être exigeant quand même dans les conditions. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc si vous donnez, c'est vous qui bénéficiez en retour. Là n'est pas le problème. Mais je vais être exigeant par rapport à ceci pour dire, désormais on veut savoir combien vous payez aux éléments. Il faut bien les payer. Il faut bien les traiter. Justement, à ce niveau. C'est pas un travail quand même aisé. Oui, il fallait le dire. Oui, il y a des gens qui laissent des poubelles pourries, ça sent, et les gars, ils inhalent tout ça. Ça, je veux payer, je veux être bon citoyen, d'accord, comme ils le souhaitent. Est-ce qu'ils sont déclarés? Leur santé, c'est des paramètres à prendre en compte. C'est ce que je vous dis. Payons, mais soyons exigeants. Payons. Et soyons exigeants. Oui, mais les Béninois n'ont pas la capacité de payer aussi. Non, je pense que, tel que Laurent l'a dit, c'est vrai.
on n'est pas contre le fait qu'il faut forcément payer. Mais ce qu'on demande en réalité, c'est de nous clarifier, d'accord, la différence qui est faite entre les taxes qui nous sont déjà prélevées à la base au niveau du fisc et les nouvelles taxes que l'on va payer au niveau de la SGDS actuellement. Primo. Secondo, les conditions dans lesquelles les ordures seront ramassées aujourd'hui, est-ce que ça va suivre une rigueur donnée, un chronogramme bien défini, d'accord, pour que, en réalité, les agents de la SGDS ne continuent pas de nous narguer comme si, avant, c'est comme si on ne payait rien, ils viennent faire un travail gratuit pour nous. Donc, c'est eux qui font leur loi, qui imposent leur loi, qui donnent leurs conditions, alors que normalement, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, il faut que l'on ait la clarification au niveau soit de la SGDS, ou bien soit du ministère du cadre de vie, pour qu'ils viennent expliquer aux populations en réalité comment est-ce que les choses se feront et comment est-ce que les taxes seront prélevées pour que l'on soit tous situés, pour que les populations soient au même niveau d'information. La même longueur. Ce que vous demandez, c'est que nous sommes en novembre. Le paiement se commence le 1er janvier. Le 1er janvier, oui. Ils ont encore 2 mois. Cotiser 100 francs par jour. Vous aurez... Merci Roland Toleikes. Non, ça ne nous gêne pas, ça ne nous gêne pas de payer. Merci Marc Goudjanou, nous allons poursuivre sur ce plateau. Merci à vous pour ces détails apportés aux téléspectateurs.